Bonjour. Dans cette troisième capsule sur les notions de biochimie, on va s'attarder aux acides aminés et aux nucléotides qui composent notre ADN. Les acides aminés sont composés de trois parties principales. Premièrement, la partie acide carboxylique. Deuxièmement, la partie amine. Et finalement, une chaîne latérale qui va varier en fonction de la nature des acides aminés. Cette chaîne latérale-là peut être non polaire, comme c'est le cas de l'acide aminé alanine, qui possède uniquement un CH3 comme chaîne latérale. La chaîne latérale peut être polaire, comme c'est le cas de la sérine avec une chaîne latérale CH2OH. La chaîne latérale peut aussi être acide, comme c'est le cas pour l'acide aspartique qui possède un deuxième groupement acide carboxylique. Et finalement, la chaîne latérale peut être basique, comme c'est le cas de la lysine avec son groupement NH2 sur la chaîne latérale. La structure des acides aminés va varier en fonction du pH. En effet, si on prend l'acide aspartique qui est représenté à l'écran, lorsqu'on a un pH extrêmement acide, donc extrêmement bas, tous les sites possibles vont être protonés. C'est-à-dire que l'acide carboxylique va se retrouver sous la forme COOH et les amines vont se retrouver sous la forme NH3+, la forme acide conjugué. Au fur et à mesure qu'on augmente le pH, il y a certains ions H+, qui vont se faire arracher. On va toujours commencer par l'ion H+, de la chaîne principale. C'est le premier ion, le premier hydrogène qui va partir. Par la suite, ici, on va arracher l'hydrogène de la chaîne latérale, qui est aussi une fonction acide carboxylique. Et finalement, à un pH beaucoup plus élevé, on va aller arracher l'ion H+, de la partie NH3 pour régénérer l'amine libre NH2. Si on regarde un graphique de l'abondance de chacune des espèces en fonction du pH, à pH 0, c'est uniquement la forme complètement protonée en bleu qui est présente. Au fur et à mesure qu'on a une augmentation du pH, la concentration de cette forme complètement protonée en bleu va diminuer et la forme en gris, qui a perdu un hydrogène, va augmenter jusqu'à un pH de 1,88 où les concentrations de l'espèce bleue et grise vont être égales. On est ici au premier pKa de l'acide aspartique. On continue à augmenter le pH, donc la concentration de l'espèce grise va diminuer au fur et à mesure que la concentration de l'espèce orange augmente. L'espèce orange étant où les deux hydrogènes des groupements carboxyliques ont été arrachés, jusqu'à un pH de 3,65 qui correspond au deuxième pKa de l'acide aspartique. Finalement, lorsque les concentrations de l'espèce orange et verte sont égales, on arrive au troisième pKa de l'acide aspartique à 9,60. Le point encerclé en mauve est un point important puisqu'il correspond à la concentration maximale de l'espèce qui est électriquement neutre. Aucune charge électrique est visible sur la molécule. En effet, la molécule en gris porte une charge positive et négative, ben les deux charges vont s'annuler pour donner une espèce neutre. Ce point-là, qui est situé exactement au milieu, qui est situé exactement entre pKa1 et pKa2, correspond au point isoélectrique à un pH 2,77. La molécule, qui est neutre, porte aussi le nom de zwitterion, c'est-à-dire une molécule neutre qui possède à la fois une charge positive et une charge négative. Les acides aminés vont souvent être caractérisés par électrophorèse capillaire. Cette technique d'analyse est basée sur la séparation des molécules en fonction de leur charge. Donc, si on fait une analyse à pH 6, on se rend compte que l'acide aspartique est sous sa forme qui est représentée à l'écran, c'est-à-dire NH3+, et deux ions COO-. L'alanine est sous sa forme zwitterion, donc NH3+, COO-, et la lysine est sous sa forme NH3+, COO- pour la chaîne principale et NH3+, pour la chaîne latérale.
Donc, la charge globale de chacune de ces espèces est de -1, 0 et +1 respectivement. Et lorsqu'on les met sur la ligne de départ, les acides aminés vont se séparer au moment qu'on applique une différence de potentiel sur notre échantillon. Donc, l'acide aspartique qui a une charge de -1 va être attiré par la bande positive. La lysine qui a une charge de +1 va être attirée par la bande négative. Et la lanine qui est neutre ne sera pas attirée par aucune des deux bandes. Les peptides, qui sont composés de plusieurs acides aminés, peuvent être caractérisés par leur structure primaire. La structure primaire, donc en fait ici dans notre peptide, on a 3 acides aminés, alanine, sérine et une autre molécule d'alanine. Et ces acides aminés-là sont liés ensemble par le lien représenté en rouge qui correspond au lien peptidique. Donc c'est le lien qui unit les acides aminés les uns aux autres. La structure primaire d'un peptide représente en fait la séquence d'acides aminés. Étant donné qu'ici on a un tripeptide, 3 acides aminés, on pourrait écrire le nom complet de chacun des acides aminés. Par contre, certains peptides peuvent posséder plusieurs centaines d'acides aminés, donc ça pourrait être très long d'écrire les noms. On va donc utiliser les abréviations à 3 lettres, donc ALA, SER, ALA, et on va toujours représenter notre structure primaire en partant du N terminal à gauche vers le C terminal à droite. Si on veut utiliser un système encore plus abrégé, on peut aussi utiliser les abréviations à une lettre des acides aminés. Donc, le peptide représenté à l'écran peut être représenté par les lettres A, S, A. La structure secondaire des peptides va représenter les interactions entre les différentes chaînes principales. Donc, c'est des ponts hydrogène, des interactions de Keesom et des interactions de London. Les schémas fréquents qu'on va retrouver dans les structures secondaires, ce sont les hélices alpha et les feuillets bêta. Donc, ce sont deux façons pour les chaînes principales de s'arranger dans l'espace pour maximiser les forces intermoléculaires. Encore une fois, on va toujours représenter le sens d'écriture d'un peptide du N terminal vers le C terminal, et c'est pourquoi nos feuillets bêta et nos hélices alpha sont représentés aussi avec des flèches pour représenter le sens d'écriture. Finalement, les peptides peuvent être représentés par une structure tertiaire et quaternaire. La structure tertiaire représente surtout les interactions entre les chaînes latérales. Donc, on parle des forces intermoléculaires. On parle aussi de ponts disulfure. En fait, il y a un des acides aminés, la cystéine, qui possède un groupement SH dans sa chaîne latérale. Donc, dans certaines conditions, les groupements SH vont former des dimères dans les protéines et ces dimères-là sont appelés des ponts disulfure. Donc, c'est un lien covalent entre deux parties d'un peptide. La structure quaternaire, c'est en fait un assemblage de plusieurs peptides, souvent à l'aide des forces de dispersion, des forces de Keesom et des ponts hydrogène. Et l'exemple le plus fréquent, c'est l'hémoglobine qui est composée de 4 peptides différents. Les enzymes, qui sont en fait un type de peptide, ont des fonctionnalités bien précises dans le corps humain. Donc ici, l'exemple qu'on donne, c'est la papaïne. Donc la papaïne est un enzyme et son travail, c'est de couper des liens peptidiques. Donc la façon de procéder, c'est que le peptide va se lier au site actif de l'enzyme pour former un complexe enzyme-substrat. Le site actif possède tous les outils pour couper le lien peptidique de façon extrêmement efficace. Donc, la réaction va se produire et on va obtenir un complexe enzyme-produit. Et le produit va finalement être libéré pour régénérer l'enzyme initiale et les deux produits qui vont pouvoir vaquer à leurs occupations. Étant donné que l'enzyme est régénérée, c'est en fait un catalyseur et c'est un catalyseur extrêmement efficace. Les enzymes sont parmi les catalyseurs les plus efficaces. Les enzymes peuvent aussi être inhibées, c'est-à-dire qu'on peut les empêcher de faire leur travail.
Il existe trois types d'inhibition principale. La première, l'inhibition compétitive. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que l'inhibiteur va se lier au site actif de l'enzyme, empêchant le substrat de s'y lier. Cette inhibition est réversible et va dépendre de la concentration de l'inhibiteur et du substrat. Donc, étant donné que c'est réversible, l'inhibiteur peut se détacher du site actif pour laisser la place au substrat qui va venir se lier et va pouvoir être transformé par l'enzyme. Un deuxième type d'inhibition compétitive, c'est l'inhibition compétitive irréversible. Donc ici, l'inhibiteur se lie de façon permanente à l'enzyme, souvent sous forme de liaison covalente, et va bloquer l'accès du substrat au site actif. Cette inhibition va souvent résulter dans la destruction de l'enzyme puisqu'elle perd totalement sa capacité d'effectuer sa fonction. Troisième type d'inhibition, l'inhibition non compétitive. Ici, c'est une inhibition un peu différente puisque l'inhibiteur va se lier à un site différent du site actif, engendrer un changement de conformation de l'enzyme et lorsque le substrat vient pour se lier au site actif, il en est incapable puisqu'il n'y a pas la bonne géométrie. Passons maintenant à l'étude de l'ADN et des bases azotées. Donc, 4 bases azotées composent notre ADN. On a l'adénine et la thymine qui vont toujours être associées ensemble à l'aide de 2 ponts hydrogène différents. Et on a aussi la guanine et la cytosine qui vont être appareillées à l'aide de 3 ponts hydrogène. Les bases azotées vont être transformées dans le corps pour former un nucléoside, donc en s'associant avec un glucide. Ici, on parle d'un désoxyribose puisque notre glucide a perdu un atome, un groupement OH. Et le nucléoside va s'associer à 1, 2 ou 3 groupements phosphate pour former les nucléotides qui sont les éléments de base pour mener à la fabrication de l'ADN, porteur de notre code génétique. Si on parle de la transcription de l'ADN, donc l'expression de nos gènes, la façon que ça va fonctionner, c'est que l'ADN va se retrouver sous forme de double brin dans le noyau des cellules. Donc, l'adénine toujours associée à la thymine, la cytosine toujours associée à la guanine. À un certain moment, ces associations-là vont se défaire et un des deux brins de l'ADN va simplement se détacher. À ce moment-ci, on va procéder à la fabrication de l'ARN. L'adénine, qui est toujours associée à la thymine dans l'ADN, va plutôt ici s'associer à l'uracile pour fabriquer l'ARN. Donc, encore une fois, à l'aide de 2 ponts hydrogène. Donc, certaines bases azotées vont flotter dans le noyau de la cellule. Donc, c'est le cas de l'uracile qui va venir s'associer à l'adénine. Un adénine qui va s'associer à la thymine de notre brin d'ADN. Guanine va s'associer à cytosine et cytosine va s'associer à la guanine. On obtient ici notre ARN qui va sortir du noyau pour aller éventuellement mener à la fabrication d'un peptide. Si on prend un brin d'ARN un petit peu plus long, on réalise qu'on a besoin de 3 nucléotides pour mener à la fabrication d'un acide aminé. Donc, les nucléotides A, U, C mènent à la fabrication de l'acide aminé isoleucine. GAA va mener à la fabrication de l'acide glutamique. GCU à l'alanine. Et finalement, UAA est un signal pour dire on arrête la traduction de l'ARN et notre peptide va être composé de 3 acides aminés, isoleucine, acide glutamique et alanine.